C'est l'heure du sonneur. Et pour ce sonneur, je suis très heureuse d'avoir un Alexandre Langlois à côté de moi. Bonjour Alexandre. Bonjour Clémence. Du coup, j'essaye pas de faire un bonjour en instantané. Et Régis était tout seul dans la salle d'attente. Il savait pas avec qui parler. Absolument seul, il était Bonjour abandonné. Régis. Ouais, oui, c'est ça. Régis, vous êtes le bienvenu, remarque, quand vous voulez. Bonjour vous savez. Clément. Bonjour Régis. Régis de Castelnau, je rappelle votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et Alexandre Langlois, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. On commence par cette terrible affaire Louise ensemble. Elle avait disparu, Louise, vendredi dernier, un peu avant 14h, au moment de sortir du collège. Et puis elle a été retrouvée dans la nuit du vendredi au samedi. Morte dans le bois des Templiers à Longjumeau en Essonne. Des traces d'ADN sur son corps ont été retrouvées et ont permis de confirmer finalement assez rapidement l'identité du suspect, Owen L, 23 ans, qui a été placé en garde à vue dès lundi. Et il a finalement avoué avoir tué la jeune fille. Des informations confirmées par sa petite amie Lauriane, âgée de 24 ans, et puis toutes ces informations données par le procureur de la République d'Évry. Je vous propose d'écouter le procureur. C'était hier, mercredi 7 février. Grégoire Dulin, le nom du procureur de la République d'Évry. On écoute. De sa prolongation de garde à vue à 18h45 devant le procureur de la République, qu'il avouait avoir tué Louise. Il déclarait aux enquêteurs que, très en colère, après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile, vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement, selon lui, un couteau de type Opinel. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Il rentrait chez lui ensuite en courant, en empruntant un autre chemin. À son domicile, il retrouvait sa petite amie. Celle-ci constatait sa blessure et lui prodiguait des soins. Les enquêteurs ont également découvert que le suspect avait abordé une autre collégienne de 12 ans le 4 février, donc quelques jours plus tôt, prétextant avoir perdu son téléphone dans la forêt et avoir des problèmes de vue. Donc il a tenté de l'attirer dans le bois. Heureusement, l'adolescente avait refusé et a pu, elle, repartir. On découvre également que la sœur avait bien déposé une main courante contre son frère en 2023, qu'il était déjà connu pour 2 affaires, une tentative de viol en juin 2021 et de vol en février 2022, après lequel il a dû faire un stage de citoyenneté. La mère et la petite amie sont soupçonnées d'avoir fourni des faux alibis et ont été placées en garde à vue pour des soupçons de non-dénonciation de crime, ayant expliqué les blessures de leur fils par un accident de son fils pour la mère, par un accident domestique. Plus largement, on peut se poser la question qu'ont fait les parents face à la violence de leur fils, puisqu'il est décrit par la sœur comme étant violent de manière régulière. Il n'est pas suivi, il est donc connu pour ses faits de violence, et son père... en tout cas, c'est pas un problème de moyens. Le père est banquier d'affaires et la mère DRH. Voilà tous ces sujets, beaucoup de sujets dans le sujet, et évidemment beaucoup de douleur aussi, beaucoup de peine pour cette famille, la famille de Louise qui est morte. Peut-être Alexandre Langlois pour commencer. Deux choses d'abord. S'il y avait une main courante en 2023, une main courante, je rappelle à tous les auditeurs que si vous déposez une main courante, ça n'a aucun impact judiciaire derrière. Si vous prévenez la police, vous leur racontez une histoire, qu'ils enregistrent et c'est tout. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. C'est juste s'il se passe quelque chose plus tard, ça peut éventuellement servir de preuve. Donc ceux qui déposent une main courante, parce que des fois dans certains commissariats ou gendarmeries, on vous dit non, vous déposez pas plainte, mettez une main courante, ce sera mieux. Sachez que ce n'est pas la même qualification juridique. Donc voilà, pour 2023... Et pourquoi, à votre avis, justement sur cette affaire, je me suis posé la question, pourquoi plutôt main courante, puisque visiblement elle est régulièrement, ce qu'on a comme information, elle était régulièrement agressée, elle avait régulièrement subi des faits de violence de son frère. Pourquoi être allée sur la main courante ? Parce que c'est toujours compliqué d'accuser sa propre famille. Sinon, après, il y a une enquête pénale et ça se retrouve devant la justice. Après, c'est le procureur, on est dessaisi de tout. Donc, c'est aussi se dire, c'est un petit peu la même chose que peuvent subir à toute proportion gardée, les femmes victimes de violences conjugales qui ne veulent pas dénoncer leur mari, mais qui veulent acter qu'elles ont été victimes de violences conjugales. Donc, à ce côté-là, quand il y a des liens familiaux ou amicaux qui rentrent en jeu, les gens se disent je vais me prévenir au cas où peut-être il se passe quelque chose un jour, mais je ne veux pas aller au-delà, parce qu'au-delà, ça veut dire que la personne sera réellement poursuivie. Donc là, il n'y a pas de poursuite au moment sur de la main courante. La main courante, non. Parce que du coup, il n'y a pas de vérification non plus des services de gendarmerie et de police. Ils vous croient sur parole, ils enregistrent ce que vous dites, mais ils ne vérifient pas que ce soit vrai ou pas. Parce que derrière, des fois, il y a des gens qui peuvent aussi faire des mains courantes fallacieuses.
fallacieuses. Et il n'y Bien a sûr. pas de vérification. Pour le coup, les vérifications ne sont faites que s'il y a enquête. D'accord. La deuxième chose, c'est une fois de plus, au niveau du système éducatif, j'allais dire, de façon générale, c'est qu'on veut mettre les enfants tous dans les mêmes catégories. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'avoir d'enfants, veulent tous les mettre dans un même moule. Et tous les enfants ne sont pas exactement pareils, bien heureusement. Ils ne sont pas tous dans la même catégorie. Certains enfants ont besoin de suivi. Et malheureusement, de ce côté-là, l'école ne fait absolument rien. Et après, c'est tout un parcours du combattant pour les parents même qui veulent accompagner leurs enfants dans ces sujets-là, pour avoir des aides, pour avoir les bons interlocuteurs. Ça prend des mois et des mois. Et du coup, derrière, on arrive à des drames qui peuvent se produire. Donc là, c'est des parents qui avaient les moyens, donc ils pouvaient avoir le suivi derrière s'ils voulaient, mais est-ce qu'ils avaient été alertés? Est-ce qu'ils ont eu les bonnes réponses? Donc ça, on ne le saura pas. Mais déjà, pour moi, à la base, c'est un problème au niveau de l'éducation et de la scolarité où le système scolaire, en fait, veut que des petits-enfants avec, on peut mettre des QR codes, ils sont nés en telle année, ils vont faire ça, et puis voilà. Ouais. Mais il n'y a pas de choses comme dans d'autres pays. Après, le drame a pu se produire. On a de la chance, personne nous a dit les jeux vidéo, c'est mal, etc. Parce qu'effectivement, les jeux vidéo, des fois, peuvent servir d'exutoire à certaines personnes. Donc, au contraire, ça évite des passages au crime. Et puis, pour d'autres, ça peut malheureusement révéler certains problèmes psychologiques qui sont là, mais c'est pas le jeu vidéo, c'est le problème psychologique à la base qui n'a pas été décelé. Oui. Après, la surconsommation d'écran, elle, est nuisible et c'est bien connu quand même. Aussi, mais du coup, c'est l'écran, c'est pas Oui. forcément le jeu vidéo en soi. C'est-à-dire que si on regarde de la télé, qu'on s'abrutit ou on peut s'énerver. Donc, il y a beaucoup de sujets dans ça. Et l'autre chose, c'est une remarque, c'est qu'on a beaucoup de policiers pour surveiller les bâtiments publics, etc. Mais des endroits, par exemple, comme les bois, ou des endroits où les plus faciles, parce que discret d'avoir de la criminalité, il y a moins de policiers. Et puis pareil, on utilise des drones qu'on déploie à gorge déployée lors des manifestations pour surveiller les manifestants. On a déployé des drones dans les forêts, je m'en souviens, au moment du Covid, pour chasser les gens qui n'avaient pas d'attestation tout seuls en forêt. Par contre, pour protéger les citoyens dans des endroits où il se pourrait être utile d'avoir des surveillances, la caméra, il n'y en a pas. Donc il y a aussi ce côté que fait l'organisation des moyens de la police, on a vu qu'ils étaient capables de le faire dans des situations que je pense plutôt liberticides, et dans des endroits où la sécurité serait nécessaire, il n'y en a pas. Après, sur le côté juridique, je vais laisser la parole à Régis, parce qu'il va me dire que je lui prends toute la parole, et pour Mais une fois, non. ce serait vrai. Non, mais je sais bien, je te Vous taquine, écoutez Régis. Je te taquine, attentivement. Régis. Non, non, mais surtout que ces précisions sur la main courante sont très importantes. C'est une façon de prendre date, la main courante. Oui. C'est une façon de dire, écoutez, voilà, j'ai dit telle chose à tel moment. Hein, donc ça crée un précédent. Mais bien évidemment, Alexandre nous l'a dit, ça ne déclenche aucune espèce d'enquête. Les enquêtes ne se déclenchent que s'il y a effectivement dans les circonstances, s'il y avait eu une plainte de la sœur. Alors, c'est une affaire absolument épouvantable qui a posé tout un tas de questions. D'abord, elle tombe dans une ambiance, je vais mettre des guillemets, faits divers. Moi, je trouve que les faits divers sont des choses très, très importantes parce que ça raconte une société. Hein. Et donc, le succès que ça a sur les chaînes de télévision, de toutes ces émissions autour de ces faits divers, sont quelque chose d'assez important. Moi, je regarde, hein, c'est celles qui sont bien faites, bien sûr, mais c'est un fait divers qui, malheureusement, renvoie non pas, comme l'ont essayé certains, aux questions de l'immigration, mais en fait tombe dans un contexte extrêmement sensible. Il y a une souffrance du peuple français, une souffrance de la population face au phénomène de l'insécurité. Alors naturellement, on vous dit, mais non, toutes les belles âmes, c'est un sentiment d'insécurité, ce qui est une observation idiote. Oui. Parce que la sécurité, c'est le sentiment d'insécurité qui compte. Ah non, 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 regarde, on a des statistiques, des chiffres, alors effectivement, hein, on peut leur faire dire ce qu'on veut, hein, mais il n'y a pas d'insécurité, c'est un sentiment. Non, c'est le mode d'appréhension du réel qui compte, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on ressent qui constitue l'insécurité. Bon, donc il y a une subjectivité, évidemment, mais elle est extrêmement importante. Et de ce point de vue, cette affaire raconte dans la présentation que vous en faisiez, Clémence, cette affaire raconte des choses assez terribles, quoi. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui est manifestement déséquilibré, un assassin, tout simplement. Ah, il est fâché, il est contrarié par un jeu vidéo, il sort pour racketter ou pour voler.
C'est-à-dire que, non mais rien que cette présentation, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas vu le dossier, on verra bien, hein, ce sont peut-être des arguments qui sont donnés, mais le fait qu'on considère ces arguments comme normal, je sors, eh ben je vais voler. Je ne vais pas au café, je ne vais pas voir des copains, non, je vais voler. Hein. Il y a une dépénalisation totale de cette délinquance habituelle qui pourrit la vie des gens. Moi, ça me choque. Je suis sorti pour racketter ou voler. C'est une activité normale pour un jeune de 23 ans, manifestement issu d'une famille aisée. Mais de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Ensuite, je réagis à ce que dit Alexandre concernant les capacités de la société à prendre en compte la réalité, les différences, les difficultés. On sait très bien que tout ce qui relève de la psychiatrie dans notre pays est comme le reste du système de santé complètement effondré. Donc, la façon de réagir également des environnements, à l'école, on l'a repéré, il y a dû avoir des difficultés. Non, aucune sécurité n'a joué, et ça tombe sur une petite fille de 11 ans, et plonge une famille dans le désespoir absolu, crée des traumatismes épouvantables qui ne sont jamais relevés, et va envoyer ce garçon qu'il mérite que la peine qu'il va recevoir, soyons clairs, hein, au plan judiciaire, mais enfermé entre quatre murs pour une bonne partie du reste de son existence. Et quand il sortira, parce qu'il y aura eu peut-être, il se sera peut-être amendé, ou il y aura peut-être eu des éléments de rédemption, à ce moment-là, de nouveau, on hurlera en disant, si jamais il y a une récidive, que c'est totalement anormal. Non, tout ce que ça raconte, c'est sur le fonctionnement actuel de notre société et finalement tragique. Oui, mais justement, je voudrais creuser un tout petit peu ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il était déjà connu pour 2 affaires. On met la main courante de côté, donc. Mais tentative de viol en 2021 quand même, et vol en février 2022, après lequel il a eu un stage de citoyenneté. Je veux dire, tentative de viol, vol, et ça fait stage de citoyenneté. Alors évidemment, est-ce qu'on a les bonnes réponses ? Alors justement, là, on va vous dire, regardez, on n'avait pas passé par la case prison, on a fait ce qu'il fallait pour le remettre dans mais bon. Citoyenneté, voyons. Non, alors je complète Clémence, ce que je disais, c'était ça renvoie au fait que la société n'a plus du tout, faute de moyens, à cause d'idéologies stupides, n'a plus les moyens de répondre à cette délinquance, cette transgression de la règle sociale. Mais donc c'est quoi la solution ? Parce que attendez, la solution, il y a des moyens de coercition, il y a des moyens de punition. La punition, c'est une rétribution de ce que vous avez fait. Et lorsqu'on voit des gens qui se retrouvent devant les tribunaux avec 15 condamnations à leur casier judiciaire et qui n'ont jamais exécuté ne serait-ce qu'une demi-heure de prison, on sait très bien qu'ils ont un sentiment total d'impunité, qui est normal, quelque part. S'il n'y a aucune réponse sociale à ce que vous faites, stage de citoyenneté, hein, enfin écoutez, il faut être sérieux. Non, coercition, obligation de travail. Incarcération dans des conditions particulières, c'est-à-dire on prévoit une rééducation par le travail, pourquoi pas ? Alors non, on va vous dire, ah non, c'est affreux, c'est le goulag, ce sont les camps de concentration. C'est pas sérieux. Donc on va on ne les condamne pas à la prison, parce que d'abord il n'y a pas suffisamment de place, il n'y a pas suffisamment de moyens, on ne réprime pas, il y a tout un tas de façons de réprimer, pas d'obliger à un stage de citoyenneté, ça ne veut rien dire. On imagine comment il s'est passé ce stage de citoyenneté. Il se passe quoi dans un stage de citoyenneté ? Est-ce que l'un de vous deux a une idée ? Non, vous ne savez pas, Alexandre Langlois ? Non, pas la moindre idée. Enfin, vous n'avez jamais eu de stage de citoyenneté ? Non, j'en ai pas eu de stage de citoyenneté, mais pour rebondir sur 2 choses qu'a dit Régis. Un, pour le travail, c'est une bonne idée, j'en rappelle régulièrement le modèle danois, etc. Où justement, ils ont des prisons pour les délits, les entre guillemets, les moins importants, mais qui restent des délits. Avec des prisons où c'est les prisonniers qui font leur potager, qui font l'entretien des locaux, qui font leur blanchisserie, et qui est faite par une vie en communauté. S'il y en a un qui fait pas sa tâche, c'est toute la communauté de la prison qui sera faite. Il doit s'expliquer avec ses co-détenus. Ils font la cuisine, ils font tout ça. Donc ça permet d'éviter 2 écueils. Un, l'écueil de, comme on a voulu faire en France, certains centres d'appel qui ont voulu avoir la main-d'œuvre pas chère en disant on va les exploiter, ils sont en prison, on va leur donner un peu de centimes, mais ça
casse le marché du travail français, donc ça, c'était pas tolérable. Et ça évite aussi une surcharge, je veux dire, financière pour la société, parce qu'ils sont plus autonomes. Et troisième point, qui est le plus important à mes yeux, c'est que ça oblige à qu'ils travaillent en cohésion, en société, pour les réinsérer. Parce qu'en France, on est capable de punir, Mais bien sûr. mais on est incapable de réinsérer les gens. On n'est pas toujours capable de punir, mais parfois non, on le déjà fait. pas. Non, on est capable de punir si de temps en temps, effectivement, et réinsérer, c'est compliqué vu que le taux de récidive est plus de C'est plus 60%. important, ouais. Et Donc, plus que de je la veux dire, moitié. donc plus de la moitié, ce qui veut dire que c'est un échec. C'est-à-dire que on est capable de retirer les gens dangereux, mais on n'est pas, quand on les remet après, ils sont encore plus toujours dangereux. plus dangereux. L'autre chose, c'était rebondir sur les faits divers que disait Régis. Il y avait quelque chose qui était très intéressant, c'était un baromètre RG qui était justement basé sur la dangerosité de la société, qui était basé sur les faits divers, parce que justement, c'est très important ces faits divers. Bien sûr, ce baromètre RG, je l'ai jamais connu, c'est que les anciens, les gouvernements successifs ont dit non, c'est pas possible, on va pas garder un truc pareil, on l'élimine. Donc voilà, il y a le sentiment, la réalité, et quand il y avait des outils qui permettaient d'avoir cette sensibilité au niveau de nos politiques pour qu'ils prennent leurs décisions, pour le coup, ils ont cassé le baromètre. Comme ça, il n'y a plus de température. Alors, je sais que c'est pas tout à fait directement le sujet, me faisait remarquer Alexandre Langlois, mais tout de même, il y a eu une proposition de loi portée par le groupe Ensemble pour la République qui amène à durcir des peines contre les mineurs, qui était examiné à l'Assemblée hier, un texte qui a d'ailleurs été détricoté pendant le débat. Mais je vais vous dire quand même les principales mesures. C'est juste qu'on se demande, malgré tout, bon, ce jeune-là, par exemple, qui n'est plus mineur, était déjà violent quand il était mineur, visiblement, quand on regarde les dates. Donc, on peut se demander s'il n'aurait pas fallu être un petit peu plus coercitif pendant sa minorité. Alors, les mesures proposées, c'est la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de 16 ans en cas d'infraction grave, révision des maladies d'atténuation de l'excuse de minorité, des modalités, pardon, n'importe quoi, des modalités d'atténuation de l'excuse de minorité et extension de la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants. Ça peut être intéressant, par exemple, la responsabilité des parents. Donc, est-ce que aussi, je repose cette question de la minorité, on l'avait déjà posée, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre les choses de manière un peu plus forte dès le jeune, enfin dès un certain jeune âge, on va dire. Alexandre Langlois, puis Régis. Il y a plusieurs sujets dans le sujet, en fait. C'est qu'une fois de plus, on est sur les conséquences de quelque chose. Là, on va punir une fois que tout a été fait. Je veux dire plutôt de dire comment on prévient cette situation. Oui. Je reprends Pythagore. Hein. Donc, Pythagore, c'est pas quelqu'un de très récent. Il avait dit éduquez les parents, hein, vous n'aurez pas à punir les enfants. Et à partir de là, c'est qu'à partir du moment où le système fonctionne, c'est-à-dire que le système éducatif peut regarder. Là, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il n'y a pas, dans les décisions qu'on a pu voir pour ce jeune de 23 ans, il n'y a pas d'injonction de soins non plus. Enfin, en tous les cas, c'est pas marqué. Donc, ce qui veut dire il n'était pas suivi, le procureur a précisé. voilà. Hein. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a Il est quand même violent, pas suivi. Donc. Il y a toute une défaillance de la société, parce que comme l'a rappelé Régis, tout est en déliquescence derrière au niveau même de la santé, de l'école, tout ça. Donc une fois de plus, plutôt que de régler le problème à la racine pour que les gens puissent vivre tranquillement, on va attendre que des crimes ou des délits soient commis, c'est-à-dire qu'il y aura déjà eu des torts qui ont été faits, des victimes qui auront payé les pots cassés de cette société qui ne veut pas prévenir, et du coup, on est toujours sur ça, on est sur la course à l'échalote, on dit on va faire ça. Mais justement, cette proposition là-dessus, extension de la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants. C'est la seule chose qui peut être intéressante, la responsabilité des parents. Il y a aussi, par exemple, une autre chose que j'ai entendue, on veut enlever les allocations familiales aux familles difficultés. Moi, je veux bien qu'on les enlève, mais qu'on n'enlève pas l'argent pour l'enfant, qu'il soit redonné à une institution où l'enfant sera encadré, etc. C'est-à-dire que l'argent doit toujours servir l'intérêt de l'enfant, mais du coup, qu'on reprenne l'argent pour le redonner, par exemple, s'il va dans une institution spécialisée ou quoi que ce soit, pour que ça participe au financement de cette institution et que ce soit plus les parents qui aient la gestion de cet argent. Donc c'est pas juste une façon de faire des économies. Voilà, exactement, parce que comme c'est présenté, c'est toujours on va les punir, mais en fait finalement la personne qui sera punie, ce sera l'enfant, parce que lui il n'aura plus rien du tout, et derrière il sera pas aidé, et demain il y aura une victime parce que personne n'aura aidé cet enfant à pousser correctement. Donc on est sur quelque chose où on va punir, mais on va rien mettre derrière. Le système éducatif n'est pas revu, le système médical n'est pas revu. Le petit truc, c'est pour faire des économies, c'est pas du tout pour rediriger l'argent dans des institutions spécialisées. Donc pour le moment, en fait, on est en train de préparer, là très clairement, un aveu d'échec. On prépare les crimes de demain en disant il y aura des gens qui vont être victimes. On est vraiment désolé pour vous, mais derrière, on va punir. Plutôt que de dire, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes parce qu'on va récupérer les gens en amont pour les réorienter, les encadrer. Donc, en fait, pour moi, c'est un aveu d'échec et c'est une catastrophe qui continue. Régis, une dernière réaction par rapport à ça ? Après, on passe à Alexis Colère. Comme d'habitude, pansement sur une jambe de bois.
le statut des pénal des mineurs, c'est une affaire que je connais, dont on parle depuis des années et des années. C'est une nouvelle initiative purement démagogique, qui ne pose pas naturellement la question des moyens. Alors on va punir les parents. Ah, on va punir les parents. C'est mon voisin là, il a mal élevé ses enfants, il les a pas fait traverser dans les clous, etc. Euh, Première observation, on n'arrive pas à se servir de la punition pour prévenir et pour sanctionner ceux qui transgressent la règle sociale chez les mineurs. Donc on va, toujours incapable de punir, on va punir les parents. Ça n'a aucun sens. Et puis ensuite, qu'est-ce que la preuve de la démagogie, elle est que c'est une mesure parfaitement inutile. C'est-à-dire que pour les mineurs, les parents sont civilement responsables. Si votre enfant de 15 ans casse quelque chose, ce sont les parents qui vont devoir payer, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, on peut les envoyer en prison, ce serait malin. Non, non, c'est de la démagogie. Ça revient à chaque fois. C'est un marronnier, finalement, la question de la délinquance des mineurs, qu'on fasse une étude, qu'on regarde un petit peu sur les âges, parce qu'il y a un vrai problème lié au moment où on peut basculer dans la délinquance et sur la notion de responsabilité. On a aujourd'hui une responsabilité sociale plus importante à 13, 14, 15 ou 16 ans que l'on avait il y a 30 ou 40 ou 50 ans, c'est clair. Hein, mais en dehors de ça, Et juste un autre petit rebond, c'est une hypocrisie complète, parce que comme on l'a rappelé, mais qu'on va re-rappeler encore, les peines pour les adultes ne sont pas appliquées. Hein. Donc du coup, là, on est en oui, train de nous dire on va remettre des peines, remettre des choses, plutôt que de chercher des solutions pour prévenir. Oui. Derrière, il n'y a rien fait. Et pour aller dans le sens de Régis, je repense à quelque chose qui m'avait marqué, c'était en 2007. J'avais un collègue policier à l'époque qui s'était fait agresser, la personne jugée coupable. Elle est ressortie libre du tribunal. Il a dit, vous mettez ça sur mon ardoise, il est parti en rigolant. J'ai déjà 6 ans de condamnation de prison à faire cumulée. Je peux pas les faire parce qu'il n'y a pas de place. Il est ressorti en rigolant, vous mettez ça sur mon ardoise. Donc je veux dire, tant qu'on n'a pas réglé le problème déjà de la criminalité adulte, qu'est-ce qu'on va... Je veux dire, il y a d'autres voies que judiciariser la délinquance juvénile qu'on pourrait tenter. Et donc là, en fait, on est en train de redire, on va faire quelque chose pour dire qu'on ne va rien faire. Et dernière chose, quand on ne veut rien faire en loi, c'est justement aussi la magie de la politique. Nos politiques nous donnent l'illusion d'agir quand ils font une loi pénale. Parce que personne vérifie dans l'efficacité dans le temps, il n'y a jamais de retour. Ils ont fait leur buzz, ils ont rajouté une loi, ce qui fait qu'on a des piles de lois énormes, parce qu'on les empile, on les empile, parce que chacun fait son coup de com', mais derrière, elles ne sont pas appliquées ou mal appliquées. Et voilà, je repense par exemple aux lois de Maniane Chapa sur la lutte contre les violences faites aux femmes, le harcèlement de rue. On en a entendu parler depuis? Non, rien du tout. Parce qu'en fait, c'était juste un coup de com' à l'époque. Donc en fait, on est en train en plus de mettre des textes législatifs, les empiler pour compliquer le travail de la justice et de la police en plus. Allez, on change de sujet. On a encore beaucoup des sujets. Oui, Régis. Alexandre, Chiappa, et il y avait eu une communication spécifique de Macron. Oh là là! Non, mais on allait voir ce qu'on allait voir. Allez, bah vous aussi, vous allez voir ce qu'on va voir, parce qu'on a à peu près 5 sujets encore à traiter. Il va falloir faire ça à la baguette. Alexis Collère, donc, convoqué mardi dernier à l'Assemblée pour être auditionné par la Commission des Finances au sujet de cette enquête qui le concerne sur le déficit public. Le secrétaire général de l'Élysée a refusé de se présenter en raison, officiellement, je cite, de problèmes d'agenda, et puis aussi, selon lui toujours, pour respecter la séparation des pouvoirs. Pourtant, son audition avait été validée le 15 janvier dernier par la majorité des députés de la Commission des Finances, donc 37 pour et 18 contre. Le député LFI Éric Coquerel a annoncé qu'il allait faire un recours pénal. Alors là, je me tourne vers Régis de Castelnau. Alors, c'est très intéressant, cette affaire, c'est très intéressant. Il avait eu un premier report pour des problèmes d'agenda, mais la deuxième fois, il a dit non, je ne viendrai pas. Je crois qu'il a prévenu la veille. Je ne viendrai pas parce que c'est contraire à la séparation des pouvoirs. Bon, ça montre quoi? Ça montre que le gang de l'Élysée continue. On a eu la proposition de nomination de Richard Ferrand. On ne va pas revenir dessus sur le scandale invraisemblable que ça représente. Mais là, Monsieur Collère, dont chacun sait que c'est le maire du Palais, hein, c'est le chambellan qui fait tourner la boutique, qui est mis en examen, il faut quand même le rappeler, pour ses liens troubles
très trouble avec l'armateur italien, dont aujourd'hui on apprend que il est très impliqué, cet armateur, il a des soucis liés au narcotrafic. Bravo, continuons comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait, ce brave Koller? Il est convoqué par l'Assemblée nationale, il est haut fonctionnaire, il doit déférer à cette convocation, c'est une obligation constitutionnelle, et s'il ne le fait pas, il se trouve en situation de refus de témoigner, et puis ou s'il va mentir, hein, ou si l'Élysée organise les dépositions des témoins, c'est de la subornation, c'est-à-dire que pénalement, c'est très encadré. Eh bien, il dit non, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Mais c'est hallucinant. Moi, quand j'entends ça, je trouve ça hallucinant. Il y a un précédent. Ils avaient déjà tenté le coup avec Benalla. Et Benalla, il a bien fallu qu'il vienne déposer. Bien. Ce refus, disant séparation des pouvoirs, ne s'applique qu'au président de la République. Le président de la République a des immunités. La Cour de cassation a tranché plusieurs fois. Elle ne s'étend pas, ces immunités, à ses collaborateurs. Donc, il faut que monsieur Koller vienne défaire à cette convocation et arrête de faire des bras d'honneur à la représentation nationale. Ce type est un voyou. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un voyou. Bien. Donc, un voyou institutionnel. Donc, le problème, c'est que Coquerel a dit qu'il allait donner une réponse pénale. Qu'est-ce que c'est la réponse pénale? C'est une infraction pénale de ne pas déférer à la convocation. Deuxièmement, on peut tout à fait saisir le procureur en lui demandant de délivrer un mandat d'amener et d'envoyer les flics pour amener M. Koller par la peau du cou devant la commission d'enquête parlementaire. Eh bien, est-ce que vous pensez que le procureur de Paris va le faire? La réponse est évidemment non. Et donc, cette affaire raconte la suffisance, le mépris des institutions, le rapport à l'illégalité de cette haute fonction publique et du blocage qui en est la conséquence, c'est-à-dire que le procureur de Paris, si M. Coquerel demande le mandat d'amener et qu'on envoie les flics chercher monsieur Koller, ne bougera pas. J'ai cette conviction. Cette conviction. Hein. Alors peut-être qu'on aura finalement une espèce de compromis boiteux et que Koller va finir par venir. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Ah, stop, je me tais parce que je ne peux pas répondre. Tout ça relève de mon rapport avec le président de la République. » C'est ce qu'avait fait Benalla Exactement. Dans un autre moi, ça me fait penser à l'affaire Benalla. Ouais. Il avait dit attention. D'abord, il y a une affaire judiciaire, et deuxièmement, ça, c'est mes rapports avec le chef de l'État. Et lui, il bénéficie de cette impossibilité de convocation de la commission. Donc, non, c'est le délabrement continue, la décomposition continue de cette République qui devient vraiment tous les jours de plus en plus bananière. Et on va continuer d'en parler d'ailleurs sur le sujet de la drogue après, mais d'abord sur Alexis Koller. Je serais très curieux de la réaction du procureur de la République comme Régis. J'y crois pas beaucoup, mais au moins les choses seraient fixées. On sera en République bananière, il y a des gens au-dessus des lois et les autres. Et après, ça montre aussi la deuxième chose, c'est qu'on est dans un État qui déroge tout. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde, Macron, il n'a plus qu'à mettre tous les gens qu'il veut protéger à l'Élysée. Il dit ils sont tous en rapport avec l'exécutif, on est protégés. Et ça me fait penser à une petite stratégie qu'avait utilisée Valls à l'époque. C'était un gendarme, un commandant, qui avait publié un livre avec le CNRS. Et il lui avait dit, vous êtes militaire, donc vous n'avez pas le droit de parler. Et du coup, c'était jusqu'à la Cour de justice européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, je ne sais plus laquelle, mais une cour européenne qui avait répondu à M. Valls, écoutez, M. Valls, c'est très simple, on a regardé, les missions de la gendarmerie sont à 95% des missions civiles et 5% pour des missions militaires. Donc, si vous voulez pas que vos fonctionnaires parlent, vous avez qu'à tous les mettre militaires. Et en fait, vous tamponnez un statut qui n'a rien à voir avec la réalité et puis vous protégez tout le monde. C'était pour se fiche de lui, ils ont bien dit, évidemment, ce fonctionnaire avait le droit de parler, il a statut militaire, mais ses missions n'ont rien à voir avec des statuts militaires. Donc, en fait, c'est ce côté de la France, de mettre des gens dans des cases, soit pour les incriminer, soit pour les empêcher de parler, soit pour se protéger, mais avec des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et c'est pas une nouveauté, malheureusement.
Allez, on va parler de drogue pour République bananière, voire plus, puisque on sait, le gouvernement communique beaucoup sur le sujet et il intensifie sa lutte contre le narcotrafic. Vous avez vu, grand renfort de communication, de place nette XXL, etc. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, on avait parlé la dernière fois, proposait de tester anonymement les politiques. Depuis, il y a eu un reportage France Info qui montre plusieurs témoignages. C'était le 6 février que ça a été publié. Et donc une situation inquiétante de surconsommation ou de consommation de substances illicites à l'Assemblée nationale. Il cite un député accro. Alors je ne connais pas le nom de cette drogue, donc c'est 3-MMC, c'est ça? Bon. Joker. Bon, Régis, vous connaissez? Joker 3-MMC. Finalement, voilà. Donc en tout cas, il y a des députés accros. Il y a eu une prise en charge médicale immédiate parce qu'il avait averti son groupe parlementaire. Le député LFI, celui-là est cité, Andy Kerbrat. Le macroniste Emmanuel Pellerin, on connaissait cette histoire. Des assistants parlementaires aussi qui sont cités. Apparemment, donc d'après toujours cette enquête, c'est monnaie courante. Ça peut se faire dans un cadre festif au sein même de l'Assemblée parfois. Voilà ce qu'on apprend donc. Ça, c'est le France Info. Et puis, France 2, Élise Lucet était à l'Assemblée nationale mardi dernier. Elle a proposé aux députés de faire un petit test salivaire de détection des stupéfiants pour son émission Envoyé spécial qui sera diffusée ce soir. Écoutez un petit extrait d'Élise Lucet. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui pour la plupart. Regardez, Envoyé spécial. Voilà, donc c'est évidemment bon teasing pour ce soir. Ça a été évidemment décrié, une mise en scène, un spectacle humiliant pour la présidente de l'Assemblée, la vice-présidente, la députée Horizon Naïma Mouchou, elle aussi décrit cette mise en scène. On a aussi vu Sébastien Chenu, RN, dire qu'Élise Lucet aille se faire voir. Pour qui se prend-elle? Juge, médecin, flic, curé. Une petite réaction, Alexandre Langlois? Moi, j'aime beaucoup la réaction de tous nos politiques, en fait. S'ils faisaient leur boulot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour conduire une voiture, on doit se soumettre à des tests stupéfiants, des tests anti-alcool, etc., pour des raisons simples. C'est qu'on peut mettre des vies en danger en étant sous emprise stupéfiant au volant d'une voiture. Là, on a des gens qui conduisent 67 millions de personnes dans le mur. Et ils n'ont pas de tests stupéfiants, eux. Ils ont même le maire de Grenoble a dit on va juste tester pour faire de la prévention. C'est-à-dire qu'on ne les empêche même pas de dire est-ce que quand ils vont voter en séance, on devrait vérifier s'ils ne sont pas sous emprise de stupéfiants. Quand ils prennent des décisions politiques, les ministres, on devrait vérifier également pour savoir si leur jugement n'est pas altéré. Non, là, ça pose pas de problème. Et puis la réaction de tous nos politiques, c'est mais laissez-nous tranquilles. Mais si vous aviez fait votre boulot, en fait, d'organiser les règles de la société pour qu'on n'y ait aucune suspicion, Élise Lucet ne pourrait pas s'engouffrer dans cette brèche. Et je reprends le petit communiqué de Madame Braun-Privet, qui est très intéressant, parce qu'elle dit, en proposant un test salivaire, particulièrement contestable, donc ça c'est son analyse, le refus légitime de s'y soumettre pouvait créer une suspicion à l'endroit des députés. Tu m'étonnes. Moi, en tant que policier, quand quelqu'un ne veut pas faire un test de dépistage antidrogue en voiture, du coup, il y a quand même une forte suspicion que la personne, ou d'alcool, mais là, je prends parce qu'on est sur la drogue, il y a une forte suspicion que la personne, elle en est consommée. Donc, à ce moment-là, c'est prise de sang, etc. Donc là, mais non, là, c'est pas pareil. Nous, on est au-dessus des lois. Plutôt que de se dire, quelque chose qui aurait été grand pour tous ces députés plutôt que de s'auto-protéger, ça aurait été de dire bon, on va légiférer sur ça pour justement qu'il n'y ait pas de suspicion, qu'on voit que quand on va en séance, qu'on va voter des choses, nous sommes clean. Voilà, et dans le cas contraire, soit il y a des injonctions de soins à ce qu'on peut parler, et puis après, il y a aussi ceux qui ne veulent pas comprendre des déferments au tribunal, parce que c'est une infraction pénale pour le moment. On ne peut pas avoir un ministre d'un côté qui dit « Ouais, super fort avec le narcotrafic », et de l'autre côté, on dit « Nous, on est tranquille, on veut pouvoir se griller nos rails de coke tranquille. » En plus, au nom, on reconnaît qu'il y a des suspicions si on ne veut pas. Donc moi, j'invite, imaginons demain, Madame Braun-Pivet, que les policiers, quand ils font leur travail, les gendarmes, les gens leur disent « Oh non, moi, j'ai pas envie, il va y avoir une suspicion que je me drogue, mais vous comprenez comme non, je comprends pas, non. Donc en fait, l'exemplarité venant d'en haut va en plus compliquer le travail de terrain de la lutte contre le narcotrafic, parce qu'en fait, les gens vont dire, mais attendez, on est dirigé par des guignols qui sont au-dessus des lois, même ce qu'on leur propose, c'est anecdotique, c'est une journaliste qui doit faire le truc, et derrière, on a toute une classe politique, quelles que soient leurs étiquettes, c'est ça qui est intéressant, on se protège, on est face à une caste qui se croit au-dessus des lois, une fois de plus, insupportable. Donc voilà, donc moi j'en ai marre d'être dirigé par des drogués, en tous les cas qui nous laissent une suspicion de se droguer, et qui
ne veulent surtout pas faire la lumière sur cette histoire et qui ne veulent pas en sortir grandis. Alors, Régis. Désaccord Ah. avec Alexandre. Élise Lucet, je veux dire le clown de service qui fait une opération ultra démagogique. Bah oui. Parce que Alexandre, quand on refuse de se soumettre devant les gendarmes assermentés, fonctionnaires, hein, parce qu'on est contrôlé. Quand on refuse, c'est une infraction, hein, et parce que effectivement, il y a une suspicion derrière. Ce sont des gendarmes. Élise Lucet, j'ai pas vu qu'elle était en uniforme. Elle vient faire son kéké devant les caméras. Hein, elle vient faire de la démagogie. Vous avez vu du tous pourri, etc. C'est scandaleux, c'est lamentable. Elle se prend pour une lanceuse d'alerte. Et ce soir, ah oui, il faut venir. Vous allez regarder l'émission ce soir. Je ne risque pas de la regarder. Non, mais ça me dégoûte complètement, ce genre de comment dire, cette espèce de façon de lyncher, c'est vraiment lamentable. Alors, sur le fond, mon cher Alexandre, sur le fond, bien évidemment qu'on a un très gros problème, mais le très gros problème, on n'a pas besoin d'Élise Lucet pour le savoir, on le sait, Monsieur Pellerin devrait être en prison. Le sénateur qui a essayé de violer avec une drogue de soumission chimique, il devrait être en prison. Ils sont toujours au Parlement, pour ne prendre que ces deux exemples. Hein. Il y a eu Kerbrat aussi, il y en a eu d'autres. Pour ne prendre que ces exemples, aucun n'a démissionné. Et aucun des groupes parlementaires, aucun des chefs de groupe n'a exigé leur démission. On aurait eu des élections, ça aurait été intéressant derrière. Non, c'est véritablement le scandale. Il vient de là. Il vient que le bloc élitaire se considère, et là, Alexandre a raison, se considère comme au-dessus des lois. Mais il se considère parce que c'est dans la pratique. C'est pas le refus de se soumettre à la guignolade de Madame Lucet qui le démontre. C'est cette réalité-là. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répression, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et puis surtout, on sait très bien ce qu'il en est. On sait très bien que dans les hautes sphères de la société, le problème de la drogue est massif. Clémence, vous parliez, je ne sais plus l'émission, j'invite à regarder une émission de Think Interview ou d'un spécialiste, mais elle dure 3h30, faut avoir le temps, faut séquencer, où il explique comment le sommet de la société est gangrené par la drogue, et en particulier le système politique. Ça, c'est parfaitement exact. Je n'ai pas besoin de Madame Lucet pour venir faire des pitreries comme ça devant les caméras. Une petite réponse ou pas besoin? La réponse, c'est juste que moi, la pitrerie, en fait, ne sont possibles que parce que tout le reste n'a pas été fait. C'était juste ça. Si jamais nous avions des gens qui étaient responsables aux manettes qui nous dirigent, Madame Lucet ne pourrait pas faire ces pitreries. Et en fait, finalement, c'est que l'aboutissement du cirque des gens qui nous dirigent. Voilà. Bon. Oui, alors là, ça y est, on est redevenu d'accord. Ah je suis contente, c'est bien, ils sont réconciliés. Bon, alors, je vais vous laisser, puisque vous êtes tombés d'accord, pour vous féliciter, je vais vous laisser choisir votre premier sujet, parce qu'on ne pourra pas tous les aborder. On a le communiqué du Conseil d'État qui vise Frontières, les médias Frontières, on a l'affaire Bayrou Betaram, ou encore Trump qui veut prendre Gaza et en faire un petit diamant. Vous préférez commencer par quoi? Frontières. Parce que j'ai travaillé le sujet, c'est pour ça. Bah, on y va. C'est ça. Ouais, le sujet. C'est le seul exercice que vous avez fait, vous voulez dire? Non, c'est celui que j'ai repris parce que j'avais plus de choses à dire, c'est pour ça. Bon, allez, on y va. Donc, dans un communiqué qui a été dévoilé mardi dernier, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, qui est une instance qui est elle-même rattachée au Conseil d'État, s'est indigné dans ce communiqué donc de propos et publications récemment diffusés qui mettent en cause l'indépendance et l'impartialité des juridictions administrative. Et, on peut en effet confirmer que depuis l'enquête de Frontières qui a été publiée fin janvier, il y a eu donc une enquête d'ailleurs fin janvier sur des
les coupables de l'invasion migratoire qui pointaient notamment des avocats étiquette politique de gauche, qui travaillent à la régularisation des clandestins. Donc c'était ça l'enquête de Frontières. Et donc depuis cette enquête, des juges, des avocats ont fait l'objet d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux depuis cette publication. Dans le même communiqué, donc cette instance rattachée au Conseil d'État a exprimé son anti-soutien aux personnes concernées et estime que toutes les suites pénales susceptibles d'être engagées doivent l'être. Voilà. Et puis on va s'arrêter là. Derrière, on a eu une réaction d'Éric Tegner qui dit Éric Tegner, le fondateur du média Frontières, qui a réagi sur Twitter, qui dit réaction folle, on a vraiment tapé dans le mille. Et un petit peu plus tard, je ne m'y attendais vraiment pas pour une instance d'un magazine hors série. Pour une enquête d'un magazine hors série, jamais je n'aurais imaginé que la plus haute instance administrative se mobilise contre nous après les barreaux, syndicats et tribunaux. Alors, Alexandre Langlois, commençons par vous, puisque vous avez travaillé. J'ai fait travailler plusieurs choses sur ce sujet. C'est que pour le moment, en fait, déjà, toutes les insultes qui ont été pu diriger sur ces avocats, etc., le droit le permet, en fait. Donc, tout le monde a le droit d'être défendu. Donc, en fait, si les gens ne sont pas contents de la situation, c'est s'en prendre aux élus qui permettent cette situation. Les avocats n'y sont pour rien, entre guillemets. Enfin, si, ils prennent l'argent où il y a de l'argent, et puis c'est des businessmen. Voilà, donc ça, c'est le point 1. Le point 2, c'était sur le coût, donc, de combien coûtent les procédures judiciaires. Donc, selon Frontières, à peu près 5 000 €. Mais ce qui est intéressant, du coup, j'ai pris le truc à l'envers. C'est les rapports qui sont tombés sur le coût de reconduite frontière de l'immigration, pas en France. Il y avait un rapport du Sénat de 2008 qui disait ça coûte 20 000 € en moyenne, hors frais de justice. Après, nous avons un rapport de l'Inspection générale de l'administration et de la police nationale en 2009. Il chiffre entre 5 000 et 12 000 hors frais de justice. Rapport confidentiel non publié, rendu public. Cour des comptes 2015, rapport non public également. Il chiffre à 6 000 € aussi, hors frais de justice. Et finalement, il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale 2019, hors frais de justice encore, 14 000 €. Donc, ce qui dit que le sujet leur pose problème. Moi, pour qu'on débatte d'un sujet, qu'on soit pour ou contre, il faut qu'on ait les bons éléments. Donc à partir de là, si le décor n'est pas posé, c'est-à-dire que tous nos élus et toutes les institutions politiques ont éludé le sujet parce qu'à chaque fois, ils disent ça coûte tant. Or, ce coût-là. Donc, pour qu'on ait le vrai sujet, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est évalué à 14 000 € sans les frais de justice. Oui. Derrière, après, moi, ce que j'ai toujours défendu sur ce sujet-là, c'est de se dire que, effectivement, pourquoi la société devrait payer ces frais-là, voilà. Mais par contre, à l'inverse, pourquoi on empêcherait des associations ou des gens qui veulent aider les migrants de prendre en charge ces frais-là? Et en fait, c'est sur un système, voilà, à côté. Mais si on fait le total, au final, l'immigration, ça coûte à peu près donc 20 000 € si on fait de renvoyer quelqu'un chez soi. Donc après, qu'est-ce qu'on fait sur ça? Est-ce que cet argent peut être utilisé différemment? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Est-ce qu'on peut aider les gens dans leur pays? Donc en fait, ça pose la question d'une sacrée manne d'argent. Donc maintenant, à chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur vous dira « j'ai renvoyé tant de personnes au pays », vous calculez en euros fois 20 000. Combien ça a coûté en moyenne? Voilà. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, peut-être que l'argent peut être utilisé différemment et qu'on peut poser un vrai débat avec la réalité des dépenses pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans un pays des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on ne veut pas et qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec l'état de nos finances. Donc, je trouve que finalement, ce qui a révélé Frontières est quelque chose que l'État a toujours fermé les yeux dessus. Et la deuxième chose, par contre, c'est tous les gens qui sont venus insulter les avocats qui font leur travail parce qu'il y a un cadre légal qui le permet. C'est tout aussi idiot parce que c'est pas les bonnes personnes à qui s'en prendre. Et de toute façon, je ne pense pas que l'insulte et l'invective soit la bonne solution pour faire avancer un sujet. Alors, Régis. Alors, 3 observations. La première observation, c'est le débat sur l'immigration qui se pointe là, et à nouveau, et donc qui est ultra sensible. Donc, je ne vais pas épiloguer sur cette question, mais ça explique la passion qui entoure cette histoire. Deuxièmement, effectivement, état de droit, on a une situation où ces arrivées de clandestins, d'illégaux, ces gens qui sont donc menacés d'expulsion ont tout à fait droit à une défense. Le problème, c'est que ces dispositifs de défense, leur financement, et je rappelle que c'est une décision assez récente du Conseil constitutionnel qui a dit que les illégaux, c'est-à-dire ceux qui sont en infraction avec la loi française, pouvaient être pris en charge par l'aide juridictionnelle. C'est tout le problème posé par l'immigration, c'est que effectivement les gens viennent massivement. Et ils ont immédiatement accès à tous les dispositifs qui sont le fruit du travail de ceux qui étaient là avant.
Donc, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est open bar. Donc, ces systèmes sont devenus des filières parce ils sont rentrés dans leur logique économique et ils sont devenus des filières d'immigration. L'immigration, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent à certains. Il y a les passeurs. Il y a ceux dont on nous a dit que le concept de fraternité empêchait qu'on les réprime. Deuxièmement, il y a et effectivement les avocats ont été accusés. Moi je connais bien le problème des mineurs non accompagnés qui viennent et qui demandent à être pris en charge alors que 60% sont majeurs, à être pris en charge par le contribuable, par les départements, ce sont eux qui payent. Eh bien, tous les recours, toutes les procédures, effectivement, sont menés alors que ceux qui sont derrière, en particulier les ONG, mais aussi les avocats qui s'organisent, savent parfaitement qu'ils ne sont pas mineurs. Donc, pour des raisons idéologiques, mineurs ou pas, il faut que la société française les prenne en charge. Et c'est ça qui pose un problème démocratique, c'est qu'il faudrait, et Alexandre a entièrement raison, il faudrait qu'on le sache. Alors, donc, ça veut dire que la mise en cause de l'organisation telle qu'elle a lieu, y compris avec une critique des avocats qui s'organisent pour le faire, en disant que c'est un travail militant qu'ils font à cette occasion, il faut effectivement que ça soit dans la clarté et la transparence. Troisième observation, il y a quelque chose d'assez amusant qui mérite de rentrer quelques pop-corn. C'est-à-dire que pourquoi on a ce tollé des différentes institutions, et en particulier récemment le Conseil d'État. C'est que le temps est en train de se couvrir sur l'état de droit. C'est-à-dire qu'on commence à demander des comptes aux juges sur la façon dont ils rendent leurs décisions à l'encontre de ce qui est manifestement souhaité par le peuple français, par l'opinion publique, comme le démontrent toutes les études. Alors, avec quelquefois Retailleau se faisant prendre les doigts dans la porte pour avoir critiqué une décision du tribunal administratif de Melun qui était fondée totalement et normalement sur une loi votée par le même Retailleau quand il était au Parlement. Il ne se rappelait pas, il y a un petit moment d'amnésie. Alors, sur cette soudaine inquiétude de ces institutions, qu'en général on n'entend pas. Eh oui, c'est qu'il se passe des choses outre-Atlantique, qu'il y a Donald Trump qui est en train de mettre un bazar pas possible. Sur ces questions et qui posent le problème du rôle du juge aujourd'hui, ça trouve des échos très favorables chez nous. Très favorable. Faut pas oublier ça. Alors moi, personnellement, quand je parle de popcorn, c'est que je suis très circonspect là-dessus. Je considère que l'état de droit dans notre pays qui a été mis en place a été depuis quelques années a été une façon de diminuer la souveraineté. Française, c'est-à-dire que ce sont les magistrats eux-mêmes qui se sont emparés de toute une régulation qui, auparavant, était une régulation à caractère politique et démocratique. Aujourd'hui, ce sont eux qui décident sur plein de sujets. C'est remis en cause. Mais pas seulement chez nous, pas seulement chez nous. Dans tous les pays de l'Union européenne, et là, je parle des États-Unis. Donc, il y a dans toutes ces institutions une grande inquiétude. Alors, moi, à titre personnel, je ne vais pas dire que c'est pas bien. Mon livre, Une justice politique, c'était justement destiné à démontrer un certain nombre de dérives et à critiquer un certain nombre d'attitudes, de comportements, de décisions qui allaient dans le sens d'une confiscation au détriment du peuple français de sa souveraineté. Bon. Oui. Juste une précision sur ça aussi, c'est ce que j'ai regardé la presse aussi. Donc vous c'est aussi, vraiment. vous sortez les pop-corn ? Non, le pop-corn régulièrement, malheureusement, des fois j'aimerais bien les ranger. Mais c'est que c'est vraiment les institutions qui se sentent agressées.
Parce qu'en fait, quand j'ai regardé la presse, aucune presse en parle. Oui, À oui. part le JDD pour parler de frontières. Mais d'habitude, Ah oui. quand il y a des choses dans Valeurs Actuelles ou des choses comme ça, il y a toute une autre presse qui remet pour avoir un débat d'opinion. Mm. Là, c'est juste un débat d'institution qui veut se faire un journal. Hein, Oui. voilà. C'est aussi intéressant de voir qu'il n'y a pas de On réaction, sent de que l'institution se libération, sent de vraiment voilà, directement visée, quoi. que aucun journal dit de gauche n'a réagi non plus. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, bah merci Alexandre Langlois, Régis de Castelnau.